Bonjour à tous, je vais tâcher aujourd'hui de résumer pour vous les 40-50 dernières années en gros du conflit israélo-palestinien, et ce pour répondre à tout un tas de demandes que j'ai reçues, et je vous remercie beaucoup d'ailleurs de votre enthousiasme. Alors, la Palestine, Israël, par où commencer? Commençons par la base de la base. Les Juifs ont colonisé la Palestine au point d'y construire un État en 1948. Voilà, ça vous êtes obligé de le savoir, hein. Toute l'histoire de la région depuis cette date n'est qu'accumulation de révoltes et de guerres entre les colons israéliens et les Palestiniens qui y vivaient à l'origine. Tu vas vraiment résumer le conflit depuis 48? Ça va faire un peu long. Ça fait 75 ans, donc non, mais on va quand même couper cette longue période en deux grandes phases pour que tu saisisses un peu la logique générale de cette grande histoire. Il y a eu d'abord une première phase, qui est composée des 5 premières guerres. La guerre d'indépendance, la nationalisation du canal de Suez, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour et la guerre du Liban. Cette première phase, elle a impliqué tous les pays arabes. La Palestine apparaissait vraiment comme une petite partie d'un grand tout, le monde arabe. Et donc les pays arabes, tels des frères solidaires, se sont battus ensemble, main dans la main, pour éjecter la communauté juive, pour éjecter ce petit corps étranger qui prospère sur leur sol. La Palestine, c'est tout petit, ça fait 4-5 départements français. Mais le monde arabe veut quand même la récupérer, un peu comme une France qui se battrait pour l'Alsace-Lorraine. Les Palestiniens, dans cette première phase, ils existent, mais ils sont un petit peu secondaires. Alors entre parenthèses, ces 5 premières guerres, j'en ai parlé sur ma chaîne. La guerre de 48 dans mon épisode sur Ben Gourion, la crise de Suez et les 6 jours dans mon épisode sur Nasser, la guerre du Kippour dans mon épisode sur Sadat, et la guerre du Liban dans mon épisode sur Hafez. Donc vous voyez, vous avez tout à portée de main. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les avoir vus pour regarder cet épisode, mais je le dis là au cas où vous voulez creuser. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 5 premières guerres, ils ont abouti à une défaite des pays arabes. Et au bout d'un moment, ils ont fini par jeter l'éponge. Et l'un d'entre eux, l'Égypte, a même reconnu officiellement l'État d'Israël. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la seconde phase. Les Arabes de Palestine sont seuls désormais. Si les pays arabes sont trop faibles pour combattre, alors eux, ils vont se défendre tout seuls. Ils vont se créer un nationalisme qui leur est propre. Ils ne sont plus les Arabes de Palestine, ils sont les Palestiniens. Cette deuxième phase, elle est composée principalement de 2 soulèvements, ce qu'on appelle les 2 intifadas. Une première intifada, une seconde intifada. Et entre les deux, une sorte de grande comédie qu'on appelle les accords d'Oslo, rendu célèbre par cette photographie, où Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, serre chaleureusement la main de son meilleur ami, le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin. Ah, donc une paix, c'est possible. Je ne pense pas, on verra plus loin en quoi cette photographie est très trompeuse. Avant de commencer notre récit de cette deuxième phase, on va déjà présenter un peu les 2 acteurs principaux de cette histoire. Israël, c'est une création du sionisme. Le sionisme est un nationalisme juif qui a organisé un sauvetage du peuple juif. Devant toutes les misères qui s'accumulaient sur ce peuple, ils ont créé une colonie en terre palestinienne qui se présente comme un refuge pour sauver ce peuple. C'est un peuple dont les origines remonteraient à Abraham, donc il y a 4000 ans, et ils prétendent être revenus sur leur terre d'origine. On a abondamment parlé de tout ça dans mon épisode sur Ben Gourion, donc ils ont créé une nation. Ils peuvent nous faire penser à des grands fondateurs de nations au 19e, comme par exemple Garibaldi en Italie, Bismarck en Allemagne. Comme eux, ils ont imaginé une nation sur des bases géohistoriques ou linguistiques, etc. Ils ont proclamé sa nécessité, et ensuite ils l'ont créée, sans se soucier de ceux que ça pourrait déranger. Donc voilà, les sionistes, ils fonctionnent un peu pareil. Ce sont des gens très organisés, dont les objectifs sont très clairs, ils veulent établir un contrôle politique sur la totalité de la Palestine. Vous avez remarqué que ce sont des colons. Donc comme nous, les Français, quand on colonisait l'Algérie, ils importent en terre arabe tout un ensemble de choses qui sont fondamentalement occidentales. Des idées, des personnes, des compétences, mais aussi des infrastructures et des aménagements de bonne qualité. Maintenant, attention, contrairement à nous, quand on colonisait l'Algérie, ils n'ont pas de métropole.
Ils jouent leur existence comme État. Ils peuvent pas décoloniser. Non, la décolonisation, pour eux, n'est pas une option. Ils ne peuvent pas se la jouer Charles de Gaulle, par exemple, et dire allez hop, retour à la maison. Parce que leur maison, c'est leur colonie. Et oui, ils ont une maison et ils la défendent, d'où leur réflexe de défense quand on s'en prend à elle. Leur histoire connaît 2 dates majeures. 1948, ils obtiennent leur indépendance et leur État, et ils s'installent dans le territoire que tu vois ici en rouge. Les Palestiniens sont effrayés et ils entrent en exode. Quant à Jérusalem, elle est coupée en 2. La moitié ouest est aux Israéliens, la moitié est est aux Palestiniens, et la Cisjordanie passe entièrement sous contrôle jordanien. C'est le pays arabe voisin. La bande de Gaza, quant à elle, est administrée par l'Égypte. Deuxième date importante, la guerre des 6 jours en 1967. Les Israéliens, qui savent qu'une attaque arabe est imminente, infligent une des plus grandes humiliations au monde arabe qu'on puisse imaginer. Ils réunifient Jérusalem, leur capitale, et ils occupent la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui étaient les 2 territoires palestiniens. Ce sont désormais des territoires occupés, toujours peuplés de Palestiniens. Donc 48 et 67, ce sont les dates de naissance de la géopolitique actuelle. Autre chose, les Israéliens ont une véritable industrie militaire, sûrement la plus performante du Moyen-Orient. Leur service de renseignement passe pour excellent, ils possèdent l'arme atomique. Dans ce pays, le service militaire est obligatoire. Il dure 32 mois pour les hommes et 24 mois pour les femmes. Donc tu vois, c'est pas la peine de leur expliquer ce que tu as appris sur un PowerPoint pendant la JAPD. Les Israéliens sont des gens qui ont des bases. C'est un peu une nation en armes. Et leur armée, elle a un nom, on l'appelle Tzahal. Sur le plan politique, Israël est une démocratie parlementaire. Les décisions s'y prennent collégialement. Les lois sont votées par la Knesset et elles sont appliquées par le Premier ministre élu au suffrage universel pour 4 ans. Donc tu vois, rien à voir avec les Arabes, chez qui les tendances autoritaires sont très fortes. Ils sont une démocratie qui a tendance d'ailleurs à favoriser les personnes les plus nationalistes, les plus intransigeantes. Ah ouais? Mais pourquoi ils votent pour des gens comme ça? Alors nous, on voit les Israéliens comme des gens forts, et ils le sont, mais dans leur psychologie, ils se sentent menacés. Certes, ils sont majoritaires sur leur sol, mais ils sont minoritaires dans leur environnement, le Proche-Orient. Ils ont parfaitement conscience que leur présence pourrait bien prendre fin un jour. Ils subissent des attentats pratiquement en permanence pour le leur rappeler. Quand un mec du Hamas se fait exploser dans un café, tuant 10 personnes avec lui, les Israéliens qui assistent à ça, à la prochaine élection, ils vont voter pour les partis les plus intransigeants, les plus hargneux, ceux qui ne feront pas de concessions. Bref, ils vont aller voter pour le Likoud, et qui fait des scores excellents et qui est pratiquement tout le temps au pouvoir depuis 1977. Par ces élections, finalement, ils confortent un peu cette idée qu'on a d'une nation en armes, prête à assumer une guerre éternelle, peut-on dire. Et rappelle-moi, religieusement, ils sont vraiment juifs? Ils croient dans la Torah, tout ça? Alors oui, on pourrait penser qu'ils sont de religion juive, mais en fait, le sionisme des fondateurs était un courant fortement laïque et hostile à l'application de la loi juive. Donc les Israéliens, soit ils sont athées, soit ils sont croyants mais sans forcément appliquer la loi juive, soit ils sont dits orthodoxes. Néanmoins, cette faction religieuse orthodoxe a tendance à grandir. Pourquoi ils sont là, ces juifs? Parce que le peuple juif aspirait à devenir une nation, d'accord, ça c'est la réponse du sionisme, mais pourquoi ils sont là, ici, en Palestine et pas ailleurs? Parce que la Palestine c'est la terre promise. Promise par qui? Par Dieu. Donc plus ils se sentent agressés et minoritaires, plus on remet en cause leur présence, plus ils vont se raccrocher à leurs origines judaïques religieuses. On vient de voir qu'Israël, finalement, c'est une nation en armes, qui se réclame d'origine extrêmement ancienne, vieille de 4000 ans. Abraham, David, tout ça. Les Palestiniens, eux, ne sont pas une nation en armes, et à vrai dire, ils ne sont pas vraiment une nation. Hop, attention là, tu vas les vexer. Disons que la Palestine arabe n'a pas vraiment d'histoire à elle. Elle était intégrée dans un monde beaucoup plus grand qui était le monde arabe, et c'est ce monde arabe qui a une histoire. La Palestine, elle a été découpée de ce grand ensemble par les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale. C'est important de comprendre ça pour bien se dire que les Palestiniens n'ont pas au début de grandes différences avec leurs voisins les Jordaniens et les Syriens, avec qui ils partagent la langue
et la religion, et l'histoire, et la culture. Donc avant d'être un peuple, c'était plutôt un fragment de peuple, qui peu à peu, abandonné par ses frères, a fini par se dire « Je ne peux compter que sur moi-même. Je vais créer un nationalisme qui m'est propre. Je vais recouvrer ma terre. » Or, cette revendication paraît difficile à atteindre parce que Israël est beaucoup trop fort. On ne leur voit pas vraiment d'avenir. Donc le nationalisme palestinien, il n'a pas vraiment de passé, il n'a pas vraiment d'avenir, il est un peu coincé dans le présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont revendiqués d'un nationalisme palestinien, et non pas un nationalisme arabe. Ça crée une conjoncture unique au monde. Parce que Israéliens et Palestiniens ne se disputent pas une région frontalière, comme la France et l'Allemagne pouvaient se disputer l'Alsace-Lorraine. Là, c'est beaucoup plus grave. Les Juifs réclament Israël avec Jérusalem pour capitale, les musulmans réclament la Palestine avec Jérusalem pour capitale. C'est rigoureusement le même territoire qui est convoité. On voit bien que la rivalité va être éternelle. Le perdant devra renoncer à lui-même. Peut-être qu'il y a quand même des solutions qui existent. Une des solutions possibles, c'était peut-être de rattacher les territoires occupés à des pays arabes voisins. En gros, rattacher la bande de Gaza à l'Égypte et rattacher la Cisjordanie à la Jordanie. Bon, soyons clairs, je ne suis pas en train de te dire que c'était la solution ultime, la solution complètement juste, mais en tout cas, c'était certainement une solution qui aurait pu mettre fin au conflit. Mais cette solution, elle a déjà été envisagée ou c'est juste toi qui dis ça? Elle a déjà été envisagée. Quand? Eh bien, ce que j'ai décrit là, en fait, c'était la situation entre 1948 et 1967. Les autorités jordaniennes administraient la Cisjordanie. Simplement, ils le faisaient sans qu'une décision claire ait été prise à ce sujet. Pendant la guerre des 6 jours, Israël a envahi la Cisjordanie. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu que le roi de Jordanie négocie sa rétrocession et son annexion. C'était le moment ou jamais. L'unique sortie de crise se jouait à ce moment. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, il faut le dire, ce sont les Palestiniens qui ont rendu cette solution complètement impossible. Il faut savoir qu'ils ont complètement déserté les zones israéliennes. Soit ils se trouvent dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, soit ils ont créé une diaspora et donc s'installent dans les pays arabes voisins. Par exemple, la Jordanie ou le Liban. Le roi de Jordanie, à cette époque, en 1967, il a été sympa. Il les a accueillis chez lui. Je dis qu'il a été sympathique parce que cet accueil avait tout de même de grandes répercussions sur lui. Les Palestiniens sont beaucoup plus nombreux que les Jordaniens, et donc cette masse de réfugiés risquait de déboucher sur une sorte de déséquilibre, un déplacement du centre de gravité de la Jordanie. Les Palestiniens allaient devenir la principale force populaire agissante du pays. Le roi de Jordanie, pour des raisons de solidarité arabe, et parce qu'il espère, peut-être, récupérer la Cisjordanie, les a accueillis volontiers dans son pays. Et c'est dans une ville jordanienne, à Karameh, qu'un groupe armé palestinien établit ses quartiers. Ce groupe, il est bien connu, c'est le Fatah, et il est dirigé par Yasser Arafat, qui est notre protagoniste principal. En 1968, donc un an après la guerre des 6 jours, les Israéliens tentent d'éliminer le Fatah en se ruant à Karameh. Mais les Palestiniens lui tiennent tête héroïquement. Cette bataille de Karameh, elle peut peut-être vous paraître un simple accrochage, mais elle marque quand même une sorte d'apogée militaire pour le Fatah, qui en fait une victoire retentissante, une preuve des mérites de la lutte armée. Elle permet à Arafat de prendre complètement le contrôle de l'Organisation de libération palestinienne, et il y met des gens de son groupe, le Fatah, à peu près à tous les postes clés. Donc la bataille de Karameh, c'est un moment assez important et assez glorieux, mais aussi problématique. Grisé par ce succès, les Palestiniens n'arrivent plus à s'arrêter. Ils multiplient les agressions à la frontière et Israël riposte par des représailles. Or, le roi de Jordanie, parce qu'il voudrait négocier la restitution de la Cisjordanie, leur demande d'arrêter ces agressions. On ne peut pas à la fois mener des pourparlers et en même temps tuer des soldats israéliens. C'est soit l'un, soit l'autre, soit la guerre, soit la diplomatie. Mais le Fatah ne voulait rien entendre. Ils sont déjà dans une logique qui est celle du nationalisme palestinien et non plus du nationalisme arabe. À y bien réfléchir, ce rattachement de la Cisjordanie était vu comme une sorte de renoncement à la Palestine. Finalement, c'est le roi de Jordanie qui allait recueillir tous les bénéfices de la lutte armée, et ça dérange beaucoup les groupes armés palestiniens. Maintenant, moi,
je parle en tant que mec qui a vécu des décennies plus tard, et je trouve, avec le recul, que le Fatah aurait dû écouter les conseils de sagesse du roi de Jordanie. Est-ce que vous ne seriez pas un peu des ingrats se demande le roi de Jordanie. On vous a accueillis, on vous a nourris aux frais de notre population, qui est beaucoup moins nombreuse que vous, qui s'est coupée en 4 pour vous. Et maintenant, vous menez des actions subversives, vous désobéissez à la monarchie, vous créez un État dans l'État. Non, ça, je ne le tolérerai pas. Et en 1970, par une campagne foudroyante qu'on appelle Septembre Noir, le roi de Jordanie décide d'éjecter le Fatah. Il mène contre les Palestiniens des raids très violents. Très violent, comment? De 3000 à 10 000 morts. Ce qui est, en un an, supérieur à ce qu'Israël a fait contre les Palestiniens pendant la seconde intifada en 4 ans, et avec une efficacité supérieure. Donc voilà, c'est la fin de l'option jordanienne, on ne pourra plus jamais y revenir. Avertissement, je ne suis pas en train de vous dire qu'Israël aurait accepté de rendre la Cisjordanie. Ça, j'en sais rien. Si ça se trouve, Israël était complètement borné et n'aurait jamais accepté. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu sabotage des pourparlers par les Palestiniens. Le roi de Jordanie réfléchissait en adoptant un nationalisme arabe, mais le Fatah y oppose un nationalisme strictement palestinien. Et du coup, ils sont allés où après? Ils se sont fait chasser de Jordanie. Bon, où est-ce qu'ils peuvent aller? Où est-ce qu'il y a, à ton avis, des camps palestiniens dans la région? Je dirais au Liban. Donc, direction le Liban. Et c'est vrai que les grandes villes libanaises sont déjà ceinturées par des camps de réfugiés palestiniens depuis déjà plusieurs décennies. Le gouvernement libanais est assez compréhensif. Il autorise le Fatah à gouverner ses propres camps en 1970. Avant cette date, c'était le gouvernement libanais qui les administrait. Mais les Palestiniens ne sont clairement pas les bienvenus au Liban non plus. Le Liban, c'est un pays où il y a des tas de communautés religieuses, chiites, sunnites, chrétiens, qui ne s'aiment pas beaucoup et qui essayent de trouver un fragile équilibre pour se partager le pouvoir. À condition qu'elles soient relativement de force équivalente. Lorsque les Palestiniens arrivent, ils créent un énorme déséquilibre démographique en faveur des sunnites. En fait, sans même s'en rendre compte, les Palestiniens sont en train d'apporter les ferments de la guerre civile, de la division entre les communautés religieuses libanaises. Ils sont des intrus, ils vivent à nos frais, ils nous apportent la guerre, ils sont trop nombreux. Tous les Libanais sont d'accord plus ou moins pour leur passer dessus et ça va être le cas pendant toute la guerre civile libanaise. Ils vont subir les assauts des phalanges chrétiennes, ils vont subir les bombardements d'Israël, ils vont subir le nettoyage par les milices chiites du groupe Hamal. Enfin bref, pratiquement tous les groupes armés de la guerre ont tenté à un moment ou à un autre d'attaquer, de déloger ou de bombarder ces camps. Les Palestiniens sont une présence indésirable. Les plus déterminés à tuer le Fatah, ce sont les chiites du mouvement Hamal qui réalisent un véritable nettoyage des camps vers 1986. Et effectivement, le Fatah sera complètement délogé et obligé de s'enfuir. Oh là là, mais comment ils ont fait pour se faire des ennemis partout? Est-ce que c'est de leur faute? Je pense que c'est d'abord parce qu'ils sont trop nombreux. Un nombre trop élevé de réfugiés, ça crée des déséquilibres démographiques dans ces pays qui sont assez fragiles, mine de rien. Et ce genre de perturbation peut dégénérer en guerre civile, comme dans le cas du Liban. Et puis il y a aussi le fait que ces Palestiniens font de l'activisme politique très exacerbé. Ils font sans cesse de la propagande pour entraîner les pays arabes dans la guerre contre Israël. Mais du coup, en faisant ça, ils oublient en somme une des lois fondamentales de l'immigration. On ne donne pas l'hospitalité à quelqu'un qui vient apporter la guerre. Voilà la grande malédiction des Palestiniens. Ils apportaient la guerre à la semelle de leurs souliers. Si le Fatah ne peut pas s'installer en Jordanie, s'il ne peut pas non plus s'installer au Liban, il va aller où? Dans un pays lointain où il sera tranquille. Il va aller à Tunis. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est un bon choix. Au moins, à Tunis, c'est sûr, personne va les embêter. Ils vont pouvoir préparer la résistance palestinienne dans des conditions relativement bonnes. Oui, c'est sûrement vrai, mais soyons prudents. Israël n'a pas peur des longues distances et en 1985, il fait quand même un raid aérien sur les locaux de l'OLP à Tunis en espérant liquider le chef. 70 morts sont à déplorer pendant ce raid qui a tétanisé les Tunisiens, mais Yasser Arafat ne figure pas parmi les cadavres. Je sais pas pour vous, mais un coup la Jordanie, un coup le Liban, un coup la Tunisie, au bout d'un moment ça suffit. Il est temps d'arrêter de quémander son pain chez tous ses faux frères. L'avenir des Palestiniens, il est en Palestine et seulement en Palestine. On va faire une révolte.
Et alors le monde entier entendra nos droits. Cette révolte, ce sera l'intifada, le soulèvement des Palestiniens contre leurs oppresseurs. Retenez bien, il y a deux intifadas. Une première qui a été réprimée par le ministre de la Défense de l'époque, le fameux Yitzhak Rabin, et une seconde qui se heurta à l'intransigeance du président Ariel Sharon. Voilà les deux personnages dont je vous demande de retenir le nom. Ce sont deux anciens militaires qui incarnent les deux visages du sionisme contemporain. L'un passe pour plus modéré, Rabin, l'autre plus radical, Sharon. Mais bon, ça on s'en fiche, nous on s'en tient aux faits. Donc je disais, deux intifadas, et entre ces deux intifadas, une tentative de paix avortée qu'on appelle les accords d'Oslo. La violence n'ayant jamais complètement disparu, c'est une trêve assez relative et Israël, depuis l'éclatement de la première intifada en 1987, est dans un état de tension quasi permanente qui dure encore aujourd'hui en fait. Mais dis-moi, la première intifada, c'est le Fatah qui l'a provoquée? C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Yasser Arafat n'a pas initié l'intifada. L'intifada, c'est quand même un mouvement spontané, qui est né dans les territoires occupés. Il est plutôt là pour en assurer la diplomatie extérieure. Il est le chef du Fatah, il est le président de l'Organisation de Libération de Palestine, OLP, et donc il passe son temps à discuter avec les grandes puissances. Il obtient du roi de Jordanie un renoncement total et définitif à la Cisjordanie, et donc ça lui permet de proclamer un État palestinien de son côté en 1988, et il voit bien, Yasser Arafat, qu'au fond, il y a beaucoup de gens en Occident qui sont prêts à l'écouter. Et cette première intifada, elle lui donne de la voix. Mais du coup, concrètement, pourquoi ils se révoltent? Ils ont pas de quoi manger? Non, mais si, ils mangent, c'est pas le problème. C'est plutôt un ras-le-bol. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza travaillent la plupart du temps dans des entreprises israéliennes. Donc leur quotidien, c'est quoi? Il faut se lever le matin, traverser la frontière et les checkpoints innombrables, passer les fouilles, montrer les papiers, contrôle d'identité, barrage routier, tout ce que tu veux, pour aller ensuite travailler en territoire israélien. C'est-à-dire pour participer à l'embellissement et à l'économie d'Israël. Ce pays qu'au fond d'eux, ils détestent. Israël, c'est un État bien organisé et fonctionnel. Il fournit les emplois, en fait. Et puis, à la fin de la journée, il faut repasser la frontière, fouille, montrer ses papiers, barrage routier. Et qu'est-ce qu'ils voient en arrivant en Cisjordanie? Partout, les Israéliens grignotent le terrain petit à petit par des colonies, par des aménagements, par des spoliations de toutes sortes. Comment ça, ils grignotent? Depuis 1967, mais encore plus depuis l'arrivée du Likoud au pouvoir en 1977, les Israéliens font des expropriations sous motif de fouilles archéologiques ou de construction de routes ou de construction d'immeubles. Et en fait, ils investissent la Cisjordanie massivement en installant des colonies peuplées de juifs. Ça peut être des colonies peuplées de juifs orthodoxes, qui viennent retrouver la ville d'Hébron, par exemple, où il y a le caveau des patriarches. Ou ça peut être des juifs tout simplement sionistes laïques, mais toutes ces colonies, elles jouissent d'importantes subventions d'Israël pour leur élargissement. La Cisjordanie est donc littéralement en train de devenir israélienne. Et c'est très difficile pour les Arabes de protester ou de faire obstruction aux expropriations. S'ils le font, il faut affronter les soldats et les colons qui ont parfois des comportements nerveux, violents, voire racistes. Les Palestiniens se sentent complètement encerclés. Maintenant, ils ont du travail. Ils travaillent en Israël pour des salaires assez modestes, mais surtout ils vivent un encerclement, une dépendance. C'est ça la cause de la première intifada. Bon alors, cette intifada, elle commence au dernier mois de l'année 1987 sur une rumeur. Un camionneur israélien a embouti un véhicule arabe et on raconte que c'était prémédité. Donc révolte. À ton avis, avec quoi ils se battent? Avec courage et ténacité. Non. Ils se battent pas avec courage et ténacité. Si, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ils se battent avec des pierres. La première intifada, elle fait peine à voir par la disproportion des moyens utilisés. Des jets de pierres, des attaques au couteau, des jets de cocktail Molotov, ce genre de choses. Tzahal, qui jusqu'ici était spécialisé dans les guerres conventionnelles, doit se mesurer à une foule en colère. Qu'est-ce que tu veux faire devant des gamins qui te jettent des pierres?
qui essaie de t'encercler, de te caillasser ou même de te tuer. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton énorme flingue quand tu rentres dans des quartiers où toutes les familles te détestent et te voient comme un occupant ou comme un ennemi? Qu'est-ce qu'une puissance nucléaire peut faire devant ça? D'abord, Tsahal va répondre par des passages à tabac, surtout au début en 1988. Il se rue dans les maisons, il passe à tabac des hommes, ou même des femmes, ou même des adolescents. Puis viennent les arrestations sans procès, les démolitions, des couvre-feux interminables pour empêcher les Palestiniens de sortir de chez eux, et ce chaos a duré bien 4 ans. Alors le bilan, c'est que les Palestiniens en sortent plutôt grandis. Ils ont développé des réseaux de solidarité entre eux, des communautés populaires locaux pour organiser les combats de rue. Il y a vraiment un embryon d'organisation qui apparaît. Leur armement, il est rudimentaire et justement, la faiblesse de leur armement les rend attachants pour les observateurs. Et puis les soldats israéliens, c'est clair, n'ont pas trop su comment réagir. Au final, on peut décompter 2000 morts palestiniens et 300 morts israéliens au total. L'armée est complètement déboussolée par cette situation et une solution politique devient nécessaire. Yasser Arafat a obtenu des négociations qui mèneront au fameux accord d'Oslo en 1993. Bon, alors comment est-ce que je peux expliquer les accords d'Oslo? C'est une tentative de compromis, complètement ratée, mais qu'il faut connaître. Je vous invite à vous y pencher parce que elle illustre assez bien pourquoi la paix n'est pas vraiment possible en Israël. Commençons par dire ce qu'ils contiennent. En gros, les accords d'Oslo disent la chose suivante. Israël reconnaît une autorité palestinienne qui sera un gouvernement légal. Les territoires occupés seront partagés en 3 zones. Zone A. Les centres-villes palestiniens sont contrôlés pleinement par l'autorité palestinienne, exactement comme si c'était un État. Les soldats israéliens n'auront donc pas le droit d'y entrer. Zone B. Les régions peuplées de Palestiniens sont définies en une vingtaine de régions disjointes où l'autorité palestinienne commande, elle a sa police, son administration, sa mairie, etc., mais où les soldats israéliens ont le droit d'entrer pour assurer la sécurité si nécessaire. Zone C. Tout le reste du territoire cisjordanien, c'est-à-dire la majorité, reste sous le contrôle absolu d'Israël. Et toi, tu trouves que ces accords sont mal faits? Peut-être que ces accords partent d'une bonne volonté, mais disons qu'ils s'opposent complètement aux motivations profondes des 2 camps depuis le début de cette histoire. La Palestine ne veut pas subir la moindre suggestion israélienne. Et là, on lui donne un territoire disjoint, morcelé, une véritable peau de léopard, comme on dit. Oui, elle aura son propre gouvernement, sa propre police, d'accord, mais son existence sera évidemment à la merci de l'armée israélienne. De plus, la Palestine essaie de se hisser au rang des nations. Ça suppose qu'elle veut la souveraineté sur un territoire, pas un archipel complètement instable qui masque très mal la réalité de la colonisation. Pas un espace vague où pour aller d'une ville à l'autre, il faut franchir 5 contrôles et 20 fouilles. Donc, de toute façon, il est évident que cet accord ne mettra pas fin au combat. On peut d'ores et déjà le prédire, puisque les Palestiniens chercheront forcément à avoir plus. Pour beaucoup de Palestiniens, Yasser Arafat est devenu un réaliste mou. Alors certes, il a obtenu le maximum qu'il pouvait obtenir, mais ce maximum reste piteux, puisque sa force est nulle. Il a perdu, et il négocie comme le ferait un perdant. C'est ridicule. Il devrait continuer la lutte armée en espérant obtenir plus. Ça, c'est vraiment grave. Le Fatah est en train de perdre sa légitimité comme groupe armé palestinien. Ok, mais côté israélien, c'est plutôt satisfaisant. C'est vrai que Israël, par ses accords, a complètement maintenu ses colonies. Il a même officialisé leur existence. Certaines personnes vont te dire que Yitzhak Rabin est un modéré, un homme de gauche, un progressiste, mais en fait, on voit bien qu'il confirme complètement l'héritage du Likoud. Simplement, il lui met une limite. En fait, en Israël, il y a 2 types de personnes qui peuvent s'opposer à ces accords. D'abord, il faut parler des ultra-orthodoxes. La Cisjordanie, ils la veulent. C'est là où il y a le tombeau des patriarches à Hébron, le tombeau de Joseph à Naplouse, Jéricho conquise par Josué,
Il y a donc un très grand nombre de lieux saints en Cisjordanie. Dieu ne nous a pas donné un bout de la terre promise, il nous a donné la terre promise en entier. Maintenant, ces accords sonnent la fin de ces aventures. Et puis bon, parler avec Yasser Arafat, c'est déjà reconnaître que les droits de la nation juive seraient approximatifs, qu'ils seraient discutables. Mais ces droits, ils sont indiscutables, justement. Sinon, on n'aurait jamais débarqué ici. Cette colère, elle est vraiment grande et elle va se manifester par des actes de violence, mais des violences privées, impliquant des individus sionistes, ultra-orthodoxes, assez isolés. L'assassinat de 29 musulmans dans une mosquée à Hébron en 1994, et puis l'assassinat à Tel Aviv de Yitzhak Rabin lui-même en 1995. Oui, mais ça c'est juste des extrémistes qui veulent pas comprendre que des fois, faut mettre des limites. C'est que des sionistes fanatiques en fait. Oui, alors, bon, c'est pas que une histoire de fanatiques. Il y a également une autre catégorie d'individus qui peuvent s'opposer aux accords d'Oslo. Disons qu'il y a des gens réalistes qui se disent, de toute façon, les Palestiniens vont continuer la lutte. Au vu de la teneur des accords, c'est prévisible, c'est même évident. Or, les soldats israéliens n'ont plus accès au centre-ville de Cisjordanie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les organisations terroristes palestiniennes vont immédiatement y établir leur quartier. Elles vont y faire leur business, leur camp d'entraînement, c'est normal. Ils vont maintenant pouvoir s'organiser complètement librement, sans être inquiétés, pour organiser la récupération du reste du territoire. Si on part de ce principe, c'est sûr que les accords pourraient bien déboucher non sur une accalmie, mais sur une véritable tempête. C'est pas la paix qu'on vient de signer. C'est au contraire une guerre décuplée. Du coup, Yasser Arafat, il devient chef de gouvernement? Yasser Arafat est élu, il entre en fonction en 1996 et va administrer la Cisjordanie et Gaza pendant au moins 4 ans, de 1996 jusqu'au déclenchement de la seconde intifada. J'ai l'impression qu'il est pas au bout de ses peines, lui. Il n'est pas au bout de ses peines, Yasser Arafat est le signataire des accords qui ont divisé son camp, donc je peux te dire qu'il n'a jamais connu une contestation aussi grande dans son camp. Il y a beaucoup de Palestiniens qui estiment qu'il s'est fait avoir avec sa Cisjordanie découpée en peau de léopard, y compris des gens qui étaient très proches de lui à l'origine. Le Fatah devient, dans l'esprit des gens, des bureaucrates à la limite de la complicité avec Israël. On va commencer à dire du mal dans son dos, on va se tourner vers des alternatives. Le Hamas? Entrée du Hamas. Le Hamas est un mouvement islamique. C'est en fait une succursale de la confrérie des frères musulmans, dont on a déjà parlé un peu sur cette chaîne, mais qui mériterait peut-être un épisode à eux. Son chef, c'est un vieux sage, Ahmed Yassine, qui a une réputation de grande solidarité, de pureté, de piété, et en même temps de souci des plus faibles et des pauvres. Donc il semble vraiment incarner une nouvelle voie, plus respectable, mais aussi plus combative et moins corrompue pour les Palestiniens. Et en plus, il est tétraplégique, donc ça renforce encore son aura d'homme de Dieu. Mais sous le siège de son fauteuil roulant se cache une réalité finalement assez sombre. Depuis les accords d'Oslo, ce mouvement est devenu le spécialiste des attentats suicides. C'est nouveau ça, les attentats suicides. Tout le monde avait oublié que ça existait, et pourtant, à partir d'avril 1994, tous les ans, on compte des explosions un peu partout. En voyant toutes ces bombes qui commencent à exploser, Israël exige d'Arafat qu'il punisse le Hamas pour garantir les accords. Et oui, Arafat, désormais, c'est un chef de gouvernement, il a une police, et donc c'est son rôle de maintenir l'ordre dans son nouvel État. Et de fait, Yasser Arafat s'est transformé un peu à cette époque en un mini-dictateur, et sa police mène des traques interminables contre le Hamas et contre tous ses opposants de façon générale. Et ça, on pouvait s'y attendre, parce que, vous savez bien, les Arabes n'ont pas la culture démocratique, leurs chefs sont presque toujours des dictateurs, vous le savez bien si vous avez suivi ma chaîne, et donc on pouvait tout à fait attendre ce comportement de la part de Yasser Arafat, qui est un bon élève de Saddam Hussein ou d'autres personnes de ce type-là. Donc, comment on peut résumer un peu cette période? On a l'impression que les deux camps se sont retournés contre leur chef. Yasser Arafat est complètement contesté par le Hamas, Yitzhak Rabin a été assassiné, tout est prêt pour qu'une tempête arrive. C'est la seconde intifada. La première intifada et la seconde intifada, je peux vous dire que ça se ressemble pas beaucoup. La seconde intifada commence en 2000, quand Ariel Sharon,
candidat du Likoud, pose le pied sur l'esplanade des mosquées. Profanation suprême. L'esplanade des mosquées, c'est le cœur de la Jérusalem des musulmans. Et c'est d'ailleurs une terre gérée par des musulmans, par le Waqf. La première intifada a été touchante. Il y avait des enfants qui jetaient désespérément des cailloux face à des chars Merkava. C'était vraiment la lutte de David contre Goliath. Mais la seconde intifada, qui commence maintenant, c'est une autre paire de manches. On va changer de tableau. Deux groupes armés, Fatah et Hamas, conduisent cette lutte. Ils ont fait une sorte de partage des tâches. Le Fatah fait irruption dans les colonies israéliennes en Cisjordanie pour y tuer leurs habitants ou pour y tuer des soldats. Le Hamas, lui, recrute des militants pour commettre des attentats suicides. Toujours depuis la Cisjordanie, en territoire israélien cette fois. On entre dans l'âge d'or des attentats suicides. Des martyrs dont la mission est de se faire exploser dans un café, dans un bus, dans une gare, où vous voulez, et emmener avec vous dans la tombe des Israéliens, hommes, femmes, enfants, que le hasard aura choisis. C'est comme ça, tu vas mourir parce que tu as pris le train dans la mauvaise gare, tu es monté dans le mauvais bus, tu as commandé dans le mauvais café, et tu ne peux rien y faire. Et attention, je ne suis pas du tout en train de te parler de quelques déséquilibrés qui pratiqueraient ce genre de choses. Il y a une véritable formation, une coordination, et j'ai envie de dire une vraie popularité de ces attentats chez les populations palestiniennes. Regardez un peu la page wiki de la seconde intifada, vous aurez une idée un peu vague de la répétition du phénomène. Et ici, vous voyez la courbe des attentats palestiniens en nombre de victimes. Vous voyez les deux pics là ? Eh bien, le premier, c'est la guerre de 48, et l'autre, c'est la seconde intifada. Alors, je précise qu'à l'époque, tout ça, ça se passe vraiment en Cisjordanie. La bande de Gaza est aussi impliquée, mais elle se contente surtout d'envoyer des roquettes. En janvier 2002, un activiste célèbre, Karmi, est liquidé par Israël dans une ruelle, et à partir de ce moment, le Fatah se rallie lui aussi à la pratique kamikaze, peut-être pour ne pas se laisser devancer par le Hamas. Donc en 2002-2003, on atteint un véritable pic dans les attentats, et les deux mouvements, ils sont partie prenante. Alors vous vous demandez sûrement comment ça se fait que les Palestiniens réagissent de cette façon. Pourquoi ils trouvent si facilement des candidats aux attentats suicides. Vous imaginez si tous les peuples réagissaient comme ça à l'invasion ou à l'occupation de leur territoire? Bon, la réponse, je pense que vous la devinez, en fait, c'est lié à l'islam. Depuis que la résistance palestinienne est islamisée en profondeur par les frères musulmans, et par le Hamas surtout, la vie humaine devient peu de choses pour eux. Chaque Israélien est une manifestation du mal, et donc celui qui se fait sauter dans un café, eh bien c'est un martyr, c'est un héros. Il y a une véritable distorsion de la notion de sacrifice dans ces milieux islamisés quand ils sont en guerre contre l'Occident ou contre Israël. Et que répond Ariel Sharon à tous ces attentats suicides? Ariel Sharon, il envisage une solution militaire à 3 volets. Bouclage, mur, invasion. 1. Le bouclage. Il entortille les Cisjordaniens dans 1000 petites tracasseries visant à paralyser leurs mouvements. Il ressort la carte de la peau de léopard, et il les empêche de passer telle route, telle zone. En fait, les bouclages, vous pouvez imaginer ça comme un labyrinthe pour les souris. En gros, en Cisjordanie, il y a des couloirs, il y a des salles, il y a des portes, des valves, des herses, et puis on va les ouvrir et les fermer dans tous les sens pour que, en fin de compte, les Cisjordaniens soient incapables de se déplacer, d'aller au travail, ils vont être complètement privés de leur trafic habituel. Ça a donc des conséquences sur les populations graves, mais au moins ça limite les mouvements des terroristes qu'on va pouvoir assassiner de façon ciblée, individu après individu, parce que pour Israël, chaque activiste est une bombe à retardement. Ahmed Yassine, le fondateur du Hamas en chaise roulante, est tué en 2004 et la plupart de ses cadres aussi. Recruter des militants préparés au martyr, ça devient de plus en plus difficile. La défaite commence à se faire sentir à partir de cette date. Mais encore, c'est pas le pire. Les Israéliens ont construit un mur. C'est le volet numéro 2 du plan d'Ariel Sharon. Le mur, c'est très important. Il s'agit de faire une barrière de sécurité pour empêcher les terroristes d'entrer. Et on peut remarquer que son tracé ne suit pas la ligne de la frontière. Ariel Sharon en a profité pour protéger certaines colonies, comme Ariel ou Kedumim, et en plus elle entoure Jérusalem en accroissant encore la superficie de la ville. Ce jeu dans le tracé de la barrière, c'est pour des raisons de sécurité vis-à-vis des colonies. C'est aussi un moyen
de les annexer de facto, bien sûr. Et dans l'ensemble, c'est une des solutions les plus brillantes qu'a pu prendre Ariel Sharon. Troisième volet, l'invasion. Par l'opération Rempart, il envahit toutes les villes, Naplouse, Jenin et toutes les autres qui sont des pépinières à terroristes. Il contrôle leurs laboratoires et leurs cellules les unes après les autres. Ariel Sharon peut estimer que ses objectifs sont atteints. Au bout d'un moment, la seconde intifada se concentre sur le dernier territoire, la bande de Gaza, cette bande de sable de 40 km qu'il ne parvient pas vraiment à contrôler. Dans cette bande de Gaza, il y a des colonies israéliennes, mais Ariel Sharon sent que cette zone est beaucoup trop dangereuse, et donc il décrète le retrait de Gaza, à la fois des troupes en stationnement et des colonies. Après ça, les deux camps continuent à s'échanger un peu des missiles et des roquettes, mais après épuisement des munitions, la guerre s'arrête en 2005. Si tu veux avoir une idée du bilan de la seconde intifada, c'est 3000 morts palestiniens et 1000 morts israéliens en gros, en 5 ans. Comparez ces chiffres à ceux du conflit actuel, et vous aurez une idée de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais attends, tu as dit que Gaza a été vidé. Toutes les colonies israéliennes à Gaza ont été démantelées en 2005. Il les retire de Gaza, mais pas de la Cisjordanie. Bonne remarque. On a ici 2 territoires aux destinées différentes. Une Cisjordanie qui est en voie de colonisation, où le contrôle israélien y est quasi absolu. Et Gaza, c'est l'inverse. C'est un territoire vide d'Israéliens, un pur concentré d'amertume, étalé sur une bande de 40 km.